Bonjour aux auditeurs et auditrices de la 87.9, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Bienvenue dans votre émission Le Grand Oral, qui a l'immense et l'honneur plaisir d'accueillir sur ce plateau ce matin M. Mamour Cissé. Il est le président du PSD Djantbi. Bonjour Président. Bonjour Monsieur Gaye. Alors, première question, votre parti, le PSD Djantbi, est-il de la mouvance présidentielle ou de l'opposition? Quelle question. Vous êtes chahuteur, moqueur. Tout le monde sait que le PSD Djantbi est aujourd'hui dans l'opposition, et notamment au niveau de l'opposition, au niveau de Manko. On a fait partie des précurseurs de Manko, mais comme on dit, dès l'instant que nous n'avions pas formalisé, donc nous faisons partie des derniers à officialiser notre participation à Manko Taxawu Dakar, Sénégal. Donc nous sommes carrément dans l'opposition et nous sommes dans Manko. Alors pourquoi le choix de l'opposition alors qu'il y a récemment le président qui a tendu la main à toutes les forces vives de la nation? Mais pour une raison simple, éviter le syndrome malien. À un moment, c'était sous ATT, il n'y avait qu'une pensée unique. Cela a engendré effectivement tout ce que vous avez connu après le coup d'État, la vulnérabilité de l'État, de l'armée malienne, qui a abouti effectivement à tout ce qu'on a vu, les dérives récemment. Donc je pense qu'un pays a quand même le droit d'avoir une opposition crédible et une opposition forte. Nous devons respecter une majorité, parce que dès l'instant qu'on sort nos suffrages, où les Sénégalais se sont prononcés, il faut respecter effectivement cette majorité et savoir que dans un pays, il faut une majorité pour gouverner et une opposition pour s'opposer. Donc pour moi, cette dialectique-là et cette dualité-là est importante. Alors récemment aussi, on vous a entendu dans une coalition qui semblerait naître, une coalition avec Souleymane Ndéné Ndiaye et Modou Diagne Fada. Qu'en est-il maintenant? Non, mais pas du tout. Je n'étais pas dans cette dynamique-là. Je ne sais pas qui a voulu faire passer cette info. Elle n'était pas vérifiée. On était dans une dynamique avec Ablaye Baldé pour essayer d'aller ensemble. Là-dessus, qu'est-ce qui a changé? C'est l'appel du président Wade. Et dès l'instant que vous n'êtes pas sans ignorer les relations particulières que j'avais avec le président Ablaye Wade, c'était un minimum effectivement de répondre effectivement à cette dynamique unitaire. Donc, nous sommes allés dans cette dynamique unitaire parce que je pense qu'à l'instar de Benno Bokk Yakaar, il fallait avoir une force organisée de l'opposition pour faire vraiment contrepoids à cette majorité qui est là. Et ce n'est pas la faiblesse de l'opposition justement qui va s'unir autour d'Abdoulaye Wade? Mais pas du tout. Mais pourquoi faiblesse? Macky Sall a été élu à 65% grâce aux voix du Parti socialiste, de beaucoup de partis. C'est une somme totale et une alliance qui a porté effectivement le président Macky Sall à 65% au niveau de la présidence de la République. Comprenez effectivement que cette opposition-là aussi, pour se donner le maximum de chances, pour inverser la tendance à l'Assemblée nationale ou sur ces législatives-là, a jugé utile effectivement de s'allier pour effectivement aller à la conquête du suffrage des Sénégalais et avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Je pense que ce n'est pas antinomique et c'est extrêmement important. Et quelles sont les forces doit être dans ce cadre-là. Est-ce que cette opposition a vraiment cette force qu'il faut pour faire face à la mouvance présidentielle? Mais je le pense parce que dès l'instant qu'on a su taire nos égos et nos divergences pour l'intérêt supérieur de la nation, parce que, voyez-vous, Mamour Cissé est allé aux élections en 2007. On a soutenu le président Abdoulaye Wade, on est allé seul aux législatives. En 2012, compte tenu de ma proximité avec le président Abdoulaye Wade, j'ai jugé utile, non pas d'aller seul, mais d'aller effectivement sous la bannière de Sopi. Mais aujourd'hui, j'avais la possibilité de partir seul pour avoir 1 ou 2 députés. Mais si on le faisait, Idrissa Seck à part, Bokk Gis Gis à part, Modou Diagne Fada à part, le grand parti à part, on allait s'atomiser pour donc continuer à laisser le président Macky Sall avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Le fait de conjuguer nos efforts et nos partis avec Taxawu Dakar de Khalifa Sall permet effectivement d'avoir aujourd'hui, sur le plan statistique, si on n'a pas 50%, mais nous avons au moins 60% ou 70%. Donc c'était important que cette opposition puisse effectivement se réunir, mais loin de nous toute idée de penser qu'en nous fédérant, ce n'était pas possible.
Je pense que c'est les nécessités de l'heure qui nous amènent et qui nous ont imposé effectivement d'aller ensemble. Ne craignez-vous pas que l'investiture justement de ces élections pose problème? Parce qu'ici on sait il y a de grands partis comme le PDS, il y a le parti de Rewmi de Idrissa Seck, Bokk Gis Gis de Pape Diop, entre autres partis qu'on ne peut pas aussi confondre avec de petits partis qui sont à l'intérieur de cette coalition. Il faut de tout pour faire un monde. Et ensuite, je pense qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de choses, personne ne peut être quantifié. Au nom de quoi Jean Houphouët devrait avoir le monopole du cœur? Il s'agit aujourd'hui du devenir du pays. Le fait, si c'était possible, depuis fort longtemps, il y aurait eu une opposition à l'Assemblée nationale, forte, pour gagner la majorité de l'Assemblée. Au lendemain de 2012, le PDS a eu 13 députés ou 12 députés. Les autres partis ont eu 3, 4 et autres. Donc, parce que les Sénégalais, conséquents avec eux-mêmes, ont jugé utile, dès l'instant qu'ils ont élu Macky Sall, de lui donner une majorité. Il y a aujourd'hui que 5 ans après, que reste-t-il aujourd'hui de tout ce qui a été donné à Macky Sall? L'espoir est déçu. Énormément de choses n'ont pas été faites. L'emploi des jeunes, 500 000 emplois. Mais moi je dis, depuis 5 ans, en dehors de 500 000 emplois, il y a aujourd'hui 175 000 jeunes depuis 5 ans qui viennent tous les ans grossir le marché du chômage. D'où donnez-vous ces chiffres? Mais c'est des statistiques qui sont vérifiables et vérifiées. Aujourd'hui, il y a un minimum de 150 000, 175 000 à 200 000 jeunes, c'est compte tenu de la population de la sénégalaise, parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, 65%, pour ne pas dire 70% de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Si vous prenez celle qui est la population active, c'est-à-dire de 16 ans à 60 ans, et il représente au bas mot 94% de la population sénégalaise. Moralité, vous comprenez aisément que cette jeunesse-là, qui a moins de 25 ans, constitue au minimum 60%. Et dès l'instant qu'il constitue un minimum de 66%, si vous extrapolez, on tourne aux alentours effectivement de 170 000 à 175 000 uniquement tous les ans. D'autres statistiques qui font foi, et puis appuyées aussi avec les institutions multilatérales, parlaient même de 200 000 emplois. Moi, je l'ai un peu nuancé, mais voilà les donnes et les réalités qui nous imposent aujourd'hui d'être effectivement dans une dynamique unitaire. Maintenant, qui est quoi? Si on n'a pas cet esprit de dépassement pour être ensemble, pour relever les défis qui importent aujourd'hui, c'est-à-dire nous réapproprier nos actifs publics, la nécessité aujourd'hui de donner davantage d'indépendance à la justice. Regardez le fichier. La justice n'est pas indépendante. Non, je dis il y a énormément de choses à refaire de ce point de vue. Il y a à dire. Comprenez aujourd'hui qu'un pays comme le Burkina Faso est en avance sur le Sénégal. Simplement parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui du Burkina Faso n'est pas Marc Roch Christian Kaboré qui est le président de la République, mais plutôt le magistrat le plus gradé. Déjà, ça c'est une avancée significative qui a dépassé aujourd'hui le Sénégal. Le statut du chef de l'opposition est transcendé et réglé depuis lors au Togo. Alors que nous pensions avoir le monopole du cœur parce que pour nous, ces pays n'étaient pas démocratiques. Aujourd'hui, il y a qui sont en avance sur nos pays. D'autres pays de la sous-région ont réglé le problème du financement des partis politiques. Mais cette question ne se pose plus au Sénégal, d'autant plus que dans la dernière réforme, il y a cette question du chef de l'opposition. Mais c'est un package qui est là depuis le référendum et rien n'a été fait. Depuis ce référendum, est-ce que vous avez vu que le président Macky Sall ait voulu interpeller la classe politique pour qu'effectivement, qu'on prenne à bras le corps ces problèmes de changement qu'il nous fallait? Non. C'est-à-dire c'est circonstanciel, c'est selon effectivement les intérêts du moment qu'il pense appeler l'opposition, etc. Et comment peut-on dire carrément que nous allons réduire à sa plus simple expression l'opposition et en même temps prôner un dialogue effectivement avec cette même opposition? Moi je pense que à la lecture de la nouvelle donne, le président Macky Sall est en train de se préparer pour se tailler lui-même le costume de chef de l'opposition parce que effectivement à partir du 30 juillet, il risque effectivement d'être le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale. On va vers des élections. Certes, le président et sa mouvance ont un bilan à présenter. Et vous, l'opposition, quel est votre programme? Oui, je l'ai dit tantôt. Je pense qu'il nous faut aujourd'hui un programme minimum.
Pourquoi? Parce que c'est une coalition hétéroclite. Mais aujourd'hui, au moins, il y a un fait. Les gens ont transcendé deux contingences. Les égos, mais ensuite les idéologies, pour aller ensemble. Et ne voir effectivement que les intérêts du Sénégal. Ça, c'est quoi? Vous avez entendu tout ce qui s'est ébruité et toute cette clameur qui touche nos ressources minières, nos ressources phosphatières, nos ressources de façon générale. Il nous faut aujourd'hui légiférer pour que ce qui nous appartient de tous, qu'on puisse avoir aujourd'hui des garde-fous et des structures indépendantes et fortes pour pouvoir avoir un droit de regard sur tout cela. Deuxièmement, la nécessité aujourd'hui de revoir la totalité des contrats qui ont été signés ou des contrats à venir. Récemment, tout le monde a appris la démission spectacle du ministre de l'Énergie. Thierno Alassane Sall. Parce qu'il s'est opposé au président de la République, ce que je n'ai pas du reste compris. Mais le fait est là. Un PDG d'une compagnie comme Total qui descend avec son avion, son jet privé, qui chamboule tout cela, cette incohérence et ce manque de loyauté me pose problème. Si on avait aujourd'hui des institutions fortes, choses pour lesquelles il y a une nécessité aujourd'hui d'amener Manco à avoir une majorité de l'Assemblée nationale, c'est pour nous permettre effectivement que ces dysfonctionnements-là puissent être corrigés. Mais ensuite, revenir, parce que c'est une exigence et c'est un bébé, une préoccupation du président Wade. Mais l'arbitraire reconduction de la concession qui est faite aujourd'hui à Orange, 15 ans qu'on a encore redonné à Orange pour 70 milliards de francs CFA. Alors qu'on avait la possibilité d'avoir au minimum 80 milliards tous les mois, tous les ans. 80 milliards sur 10 ans, c'était 800 milliards. Ça nous aurait permis effectivement de mettre l'accent sur la formation qualifiante pour effectivement résorber le gap que nous avons aujourd'hui sur l'insertion des jeunes dans l'emploi. Donc voilà un peu tout ce qui fait que c'est important, pour revenir à votre question, d'avoir effectivement géré tout ça. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de réfléchir sur un programme que vous allez proposer aux Sénégalais. Non, c'est pas ça. Je vous ai dit tantôt que le programme-là, il y a un minimum. Ce minimum-là, nous le comprenons. Je vous ai dit tantôt que ce n'est pas les pistes qui manquent. Ces statuts-là, pour les réformer, les garde-fous qu'il faudra mettre en place pour que l'Assemblée nationale puisse jouer son rôle, et véritablement son rôle, que l'Assemblée nationale soit aujourd'hui une structure chargée de contrôler l'action gouvernementale, mais de faire aussi des propositions de loi. C'est-à-dire ce qu'on en attend. Sachez que la 12e législature, il n'y a eu qu'une seule proposition de loi. Sinon, c'était que des projets de loi. Mais c'est extrêmement grave. C'était une Assemblée nationale d'épicières, d'insultes, d'invectives. Je pense que le Sénégal a grandement besoin aujourd'hui, compte tenu de sa tradition démocratique, d'avoir à l'Assemblée nationale des gens rompus aux tâches pour faire ce qu'on attend d'eux, c'est-à-dire un contrôle parlementaire important. La nécessité d'avoir aujourd'hui un bulletin unique. Mais cette Assemblée nationale-là, il a reçu à plusieurs reprises le chef du gouvernement qui est venu s'expliquer avec l'ensemble de ses membres sur des questions bien précises, des questions qui intéressent le commun des Sénégalais aussi. Par exemple, mais quel a été l'impact de tout ça? Qu'est-ce que vous en retenez? On s'en retient que nous avons obtenu des réponses sur certaines questions. Par exemple, pour le cas plusieurs questions. Les préoccupations demeurent. Moi, je trouve qu'il n'est jamais tard pour vraiment renforcer la démocratie. Et le renforcement démocratique est une tâche quotidienne. C'est une action de longue haleine, un processus à long terme qui a des préoccupations de court, moyen et long terme. C'est dans la perspective. Bon, mais aujourd'hui, il s'agit de ressources. De ressources qui nous permettent de pouvoir nous caler dans une dynamique émergente. Cette dynamique émergente-là doit mettre l'accent aujourd'hui sur la formation. Comprenez, M. Gaye. Et encore une fois, je me réfère encore aux statistiques. Je vous dis que 78% de la population sénégalaise, donc 78% de la population active, 16 ans, 60 ans, est analphabète. Sur ces 78%, 18% ont un niveau jusqu'au CM2. Comment voulez-vous émerger aujourd'hui avec une population active à 78% analphabète? Ça veut dire que c'est 80%. Donc sur 10 Sénégalais que vous prenez, les 8 sont analphabètes.
comment vous pouvez vous émerger? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos du président Macky Sall aussi? Je ne le mets pas sur le dos du président Macky Sall. Je le mets sur tous ceux qui sont passés. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que c'est le président Macky Sall qui parle d'émergence. Son PSE est adossé sur quoi? Sur 4 piliers. Lesquels? 4 piliers fondamentaux. Je pense que vous les maîtrisez. Mais Wolof Ndiaye, il y a un dicton Wolof qui dit quand tu n'as pas de ressources humaines, comment tu peux émerger? Singapour ou la Malaisie peuvent parler d'émergence. Parce que dans ces pays-là, le minimum, le rapport c'est 70-30. Et même pour Singapour et Malaisie, c'est 80-20. C'est-à-dire, il y a 80% d'alphabétisés, d'instruits. Donc il n'y a que 20% ou 10% ou 7% qui sont analphabètes. Nous, c'est différent. Dans les pays européens, c'est 70-30. Parce que du fait de la colonisation, du fait de l'immigration, qui n'est pas tout le temps de bonne qualité, ils sont dans ce rapport de 70-30. Mais le Sénégal, le ratio est trop important. 80-20. C'est-à-dire, il n'y a que... Et encore, ce n'est même pas des statistiques fiables. Nous n'avons même pas 20% d'instruits au Sénégal. Donc comment vous pouvez vous émerger? Alors qu'a-t-il lieu de faire concernant ce secteur, concernant ce domaine? Mais voilà, c'est ce que je disais tantôt. C'est-à-dire il faut mettre l'accent sur la formation qualifiante. Des pays comme la Suisse, la Hollande, le Japon, l'Allemagne ont pu s'en sortir grâce effectivement à la formation professionnelle. C'est ce à quoi j'invite aujourd'hui les Sénégalais, le gouvernement du Sénégal à mettre l'accent aujourd'hui sur la formation professionnelle. Nous avons besoin aujourd'hui de réconcilier et de faire renaître des métiers nobles que sont l'ébénisterie, avoir de bons carreleurs, avoir des soudeurs en inox importants, mais bref, de façon globale, mettre l'accent sur la formation professionnelle pour avoir des gens qui peuvent aussitôt répondre à la demande des entreprises. Moi, dans le secteur où je suis, j'ai besoin d'électromécaniciens, j'ai besoin d'automaticiens, j'ai besoin simplement de diplômés, de BEP, donc de brevets professionnels. Donc le fait de mettre l'accent sur ces métiers permet effectivement à ces jeunes-là d'être déjà, au sortir de leur école, de pouvoir disposer d'emploi. Mais ensuite, que ce qui a été initié, je ne dis pas que l'État n'a rien fait. Parce qu'aujourd'hui, la convention État-employeur est une réalité qui permet aujourd'hui de prendre en charge par l'État du Sénégal, au moins sur 2 ans, une formation. C'est une excellente chose. Mais tout le monde ne peut pas être à l'université. Et aujourd'hui, nous avions l'obligation, nous, de corriger les distorsions qui sont au niveau de l'enseignement supérieur. Comment comprendre qu'un pays comme le Sénégal puisse avoir accès aujourd'hui à l'université virtuelle? Nous, j'ai comme l'impression qu'on fasse du copier-coller. On va exporter ce genre de techniques de l'Occident pour venir les caler directement à nos réalités, qui ne sont pas toujours évidentes. L'université a toujours constitué un mythe. Le jeune qui est à Guédiawaye, qui s'est battu dans un environnement extrêmement difficile, de précarité, où l'impact de la lutte, du chanvre indien, du banditisme sont réels, qui s'en sort, qui a un bac avec mention, mais qu'on réduit à une université virtuelle, on lui dit, le mythe que tu avais d'aller à l'école, d'aller à l'université de Dakar, tu ne l'as plus, tu restes chez toi, on va te donner un ordinateur et tu auras toutes les semaines 3 heures de temps ou 4 heures de cours. C'est pas sérieux. L'université virtuelle, c'est pas un projet d'Abdoulaye Wade? Pas du tout. Mais, et puis quand Abdoulaye Wade parlait d'université virtuelle, c'était pour quand même les LMD. C'était la maîtrise un minimum. Celui qui a déjà fait, parce que les 3 premières années, mais sont extrêmement importantes pour la vie d'un étudiant. Première année, deuxième année, troisième année. Mais il faut qu'il le fasse à l'université pour d'abord décomplexer ce mythe qu'il y avait, mais se sentir étudiant, avoir la possibilité d'aller de telle fac à telle fac, habiter à l'université de Dakar, manger au resto U, etc. Ça, si vous coupez comme ça le cordon ombilical, ça risque de poser des problèmes. Donc, l'université virtuelle, quand on en parle, c'était pour la formation, la recherche fondamentale sur les étudiants en maîtrise, les étudiants en DSS, etc. Oui, là, effectivement, ils ont dépassé un certain niveau intellectuel et d'instruction qui leur permet effectivement d'avoir les armes pour aller systématiquement à l'université
par la recherche sur Google et autres, faire leur cours. Mais en première année, deuxième année, troisième année, l'étudiant n'a pas suffisamment les capacités de pouvoir se prendre en charge. C'est de ce point de vue que je parle. Quand vous parlez de formation professionnelle, quand on parle de formation professionnelle, est-ce que dans ce secteur, le secteur privé, excusez-moi de la répétition, n'a pas aussi failli parce qu'il devrait investir aussi dans ce secteur? Mais parfaitement, je suis parfaitement. Mais je me souviens avoir été le président du Conseil national des jeunes dirigeants d'entreprise à l'époque. J'avais 27 ans. J'ai été, avec mon organisation, les premiers à organiser les 72 heures de l'entreprise à l'université avec, à l'époque, le président Mokhtar Sow, qui était le président du Conseil national des employeurs du Sénégal. Donc, moi, j'ai toujours cru qu'il y avait effectivement un link et des passerelles à mettre entre le monde de l'entreprise et l'université. Donc, moi, j'en suis conscient. Mais ensuite, mon parti politique a toujours été à l'avant-garde de ce genre de propositions. Nous avons été le premier parti politique au Sénégal à dire qu'il fallait au niveau de l'Assemblée et de l'université coopter des gens d'entreprise. Le secteur privé doit être à l'université et il faut rendre obligatoire le stage en entreprise pour la délivrance des diplômes. Donc, vraiment, ça a toujours été un combat pour moi. Je ne désespère pas effectivement que tout cela soit... Alors, selon vous, quel est le niveau des entreprises sénégalaises? Aujourd'hui, faible. Que représente le tissu industriel sénégalais? Et donc, quand je parle de tissu industriel sénégalais, moi, tout le monde sait que je parle de préférence nationale. Donc, je parle de Sénégalais comme moi. C'est-à-dire, Nit Kounioul, le Sénégalais bon teint. Qu'est-ce qu'on représente aujourd'hui dans le tissu industriel sénégalais? Je pense qu'on ne représente pas plus de 20%. Parce qu'il y a eu des statistiques qui étaient sorties pour dire qu'il y avait 52% de familles libanaises qui détenaient presque 98% de leur économie. Cela me pose un problème. Ensuite, le taux de croissance de 6,2% dont on parle. Si vous y regardez de près, l'essentiel de ce taux de croissance ne nous appartient pas. C'est constitué d'entreprises extraverties. Les ICS, vous n'avez pas oublié que ça ne nous appartient plus, ça appartient à des Indiens. La Socosim n'appartient pas au Sénégal, ça appartient à un groupe Lafarge, je pense. Et comprenez que jusqu'au moment où l'on parle, moi, je suis né, j'ai vu Socosim. Socosim ne fait pas de TVA jusqu'au présent au Sénégal. Et dans pourquoi? quel pays sommes-nous? Au nom de quoi? C'est des arbitraires et des conventions uniques qui sont faites. Donc, si vous sortez tout ça, Socosim, Orange, ICS, que dire encore, Dangote, l'essentiel de ce taux de croissance est parti. Il ne nous appartient pas. Ce qui est entretenu, cette croissance qui reste au Sénégal, mais est un épiphénomène par rapport à ce taux de croissance de 6,2%. Parce que 90% de ce taux de croissance ne nous appartient pas. Le secteur des primaires, pour l'essentiel aujourd'hui, les entités qui sont là-dedans, mais ne nous appartiennent pas. Parce que le foncier pose problème. Mais ensuite, il y a que, de mon point de vue, l'État devait vraiment impulser et être implacable sur les importations de riz. Le riz qu'on nous vend n'est pas bon, il nous coûte cher, il perturbe notre déficit de balance de paiement pour 600 milliards, alors que nous avons un riz d'excellente qualité qui nous vient de la vallée et qui, du champ donc à nos assiettes, ne fait au maximum que 6 mois. Alors que tout le riz qui est consommé aujourd'hui et qui nous vient de l'extérieur, c'est du riz qui a été produit, thésaurisé, gardé, stocké avec un minimum de 10 à 15 ans. Donc, c'est une volonté politique. Mais le gouvernement parle d'autosuffisance en riz en 2018. Oui, ça va être très difficile. Mais au moins les bases sont jetées, en toute bonne foi. Parce que le fait d'avoir 960 000 tonnes à 1 million de tonnes de paddy, si vous divisez, on a la possibilité d'avoir au moins 450 000 à 500 000. L'autre volonté politique, c'est que il faut, de mon point de vue, que l'État du Sénégal, et au premier chef son président, puisse tous les ans convoquer la totalité du système bancaire sénégalais, qui est constitué essentiellement aujourd'hui de banques étrangères. Comprenez aujourd'hui... De Marocains. Ah ben oui. Comprenez aujourd'hui que presque toutes les banques marocaines qui sont là n'interviennent pas dans notre campagne agricole. Alors que sur 10 banques qui sont au Sénégal aujourd'hui, les 7,5, pour ne pas dire les 8, appartiennent aux Marocains. Mais on ne leur a pas imposé le financement de la campagne agricole. Moralité, aujourd'hui,
il y a des ratés au niveau de cette campagne-là, parce que simplement, ces acteurs qui devaient accompagner ne sont pas sur le terrain. Pourquoi? Le fait d'avoir repris la Sonacos, moi je fais partie de ceux qui ont applaudi, c'est une excellente chose, parce qu'on s'est réapproprié un secteur stratégique pareil. Mais priorisons simultanément cette nécessité de reprendre un actif public comme la Sonacos pour la rendre attrayante, mais ensuite de pouvoir avoir les volumes qu'il nous faut pour exporter et pour vendre dans le marché chinois et autres. Parce que si nous perdons ces parts de marché-là, d'autres pays vont les prendre. Et quand on sait aujourd'hui que 70% des terres arables sont en Afrique, nous devons être le grenier aujourd'hui du monde, pour autant que notre patrimoine, notre foncier soit gardé jalousement. Mais ce qui n'est pas le cas, parce que l'État du Sénégal n'a pas mis des garde-fous pour permettre que les entreprises privées ou des privés véreux n'aillent directement à l'intérieur du pays pour s'approprier la totalité de nos terres. C'est un risque que nous avons aujourd'hui. Alors, on parle de taux de croissance de 6,2, on parle aussi de près de 900 000 tonnes de riz qui ont été collectées cette année, mais au même moment, le quotidien national Le Soleil, dans sa livraison de ce mardi, du mardi passé, parle de 49 000 familles qui sont menacées de famine et le gouvernement a décaissé 2 milliards. N'est-ce pas un paradoxe? Mais absolument, absolument. Déjà qu'il refusait de l'accepter. Il refusait de l'accepter, mais tout le monde constatait, hein, tout le monde le voyait venir. Parce que, écoutez, on ne peut plus réinventer la roue. Mais il y a que la pauvreté était une réalité au Sénégal. Il n'y avait pas une activité économique pour sous-tendre tout ça. Il n'y en avait pas. Mais l'essentiel était extraverti. Toute la commande publique était donnée à des étrangers. Mais comprenez effectivement que nous soyons dans une situation aussi aiguë. Quand on le disait, on nous taxait de petits, de gens bêtes et méchants qui voulaient simplement parler. Moi, j'ai attiré l'attention des gens depuis parce que je suis au cœur de Sandaga. Mais pourquoi? Mais je sais que si l'activité économique marche ou ne marche pas. Mais quand on a commencé à le dire, on lui disait oui, mais c'est des gens qui ont des problèmes personnels avec Macky Sall. Non, il y a aujourd'hui que nous n'avons pas de ministre de l'économie et des finances. Nous avons plus un ministre des finances qu'un ministre de l'économie. Pourquoi il n'est pas ministre des économies? Mais il faut qu'on en parle. C'est-à-dire, la déformation veut que chaque fois, il faut être un fonctionnaire des impôts et domaines ou un fonctionnaire du Trésor pour être ministre de l'économie. Non, c'est un job différent. Celui qu'on a mis aujourd'hui à la tête du ministère des Finances est un inspecteur des impôts. Donc, il taper sur la poche des gens. Il ne peut pas relancer. Il n'a pas cette générosité. Il dépenser. Il récupérer de l'argent sur les gens. Il n'y a que ça qu'il connaît. L'économie n'a rien à voir avec les finances. Mais on a besoin aujourd'hui au Sénégal d'un ministère de l'économie chargé du plan ou ministère de l'économie et du plan. Parce que la prospective, elle est importante. Parce que c'est ça qui nous permet aujourd'hui d'adosser les secteurs, les préoccupations de court, moyen et long terme dont je parlais tantôt, mais de les caler sur des réalités. Quel type d'éducation? Les ressources que nous aurons dans le minier, dans le pétrole, dans le gaz, il nous faudra à ce moment-là combien d'ingénieurs, combien de techniciens, combien de ça. Ça, c'est le plan. Mais regardez aujourd'hui la composition de ce gouvernement-là. On a un ministère de l'économie, des finances et du plan. Donc le parent pauvre, c'est le plan. Alors que le plan a toute sa raison d'être pour un pays sous-développé comme le Sénégal, qui a besoin de prioriser les tâches à faire. Quand j'ai parlé tantôt que nous n'avions pas un ministre de l'économie, mais c'est une réalité que vit tout le monde. J'ai tendance à vous demander quel bilan faites-vous de ces 5 ans de Macky Sall? Bon, il y a eu... je ne peux pas dire que rien n'a été fait. Je l'ai dit la dernière fois. Rien que ces innovations consistant le FONGIP est une réalité aujourd'hui. C'est un bel instrument. La création de la Banque nationale de développement, même si je ne suis pas d'accord sur l'actionnariat aujourd'hui. Une Banque nationale de développement doit appartenir à 90% à l'État du Sénégal. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a un secteur privé qui est là et qui gère ses propres intérêts dans cette affaire-là. Le problème, et c'est pour ça qu'on parle des fois de délit d'initié où on ne veut pas que des banques de développement effectivement puissent avoir un actionnariat
privée. Parce que quand quelqu'un est dans, par exemple, le secteur de l'arachide, tous les dossiers qui ont une incidence et qui risquent de le menacer peuvent ne pas passer au niveau du conseil d'administration. C'est pour ça que c'est important que, en tout cas, le gouvernement, si ce gouvernement le parvient à le faire, c'est une bonne chose, mais sinon, si nous venons au pouvoir, ce sera les propositions que je vais faire pour demander à ce que l'État du Sénégal prenne davantage d'action sur la Banque nationale de développement. C'est un problème de souveraineté. L'autre problème dont je dirais qu'effectivement, il y a des balbutiements, c'est aujourd'hui au niveau du secteur, les aides qui sont apportées au niveau de... Les bourses familiales. Même pas. Bon, c'est une bonne chose, mais la preuve, la pauvreté est toujours là. Parce que à la place des bourses familiales, moi je pense qu'il y avait un fonds d'appui à mettre en place pour tous ceux qui ont des initiatives heureuses. Et là-dessus, ne pas faire comme le fait le Luculique là. Le monsieur qui a son calepin là, son sac et qui marche partout là. C'est un ministre chargé, je ne sais pas, des sourds. C'est qui? Comment il s'appelle, le gars de Louga là, qui dégaine comme pas croyable sur les financements des femmes. Moustapha Diop. Mais où est-ce qu'il prend cet argent-là? Moi, je pense qu'avant de donner de l'argent, il y avait des préalables. L'étude d'impact et les études économiques sur les projets à financer. Les groupements sont toujours financés de la même façon par les institutions de microfinance avec des taux d'intérêt prohibitifs, 17%, taux usuriers. Mais ensuite, les femmes qu'on finance depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec tous les gouvernements qui sont passés, n'ont pas pu se développer. Il y a à se demander quelle est la pertinence aujourd'hui de continuer à les financer dans les secteurs où elles sont. Vendre des tchouraïs, vendre des bassins, mais quand son environnement est pauvre, est-ce que ce n'est pas lié au fait que les financements ont souvent des soubassements politiques? Politiques et politiciennes, je suis parfaitement d'accord. Et il faudra qu'on demande où est-ce que ce monsieur-là sort autant d'argent et avec cette facilité déconcertante. Parce que s'il s'agit d'argent public, c'est extrêmement grave que ce monsieur-là puisse les dilapider comme il les dilapide. C'est extrêmement grave. Donc, le fait d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale nous permettra aussi d'auditer ce genre d'effet d'annonce-là et de spectacle inadmissible. C'est une excellente chose. Ça fait partie des acquis pour moi. Parce que le programme d'urgence a permis effectivement à certains contrées, certains départements, certains villages à se sentir aujourd'hui sénégalais. C'est extrêmement important. Parce que si vous voyez au niveau de notre frontière, du côté de Bignona, notre frontière avec la Gambie, il y a aujourd'hui beaucoup de Sénégalais. Du fait d'abord de ce qui s'est passé en Casamance, migrés pour aller étudier en territoire gambien, en anglais. Ces populations-là n'avaient plus d'attache réelle avec le Sénégal. Parce que même sur les forages et autres là, ça tardait effectivement à être réglé. Aujourd'hui, en toute bonne foi, il faut reconnaître effectivement que le PUDC est en train de poser des actes importants. Donc sur ce plan, Macky Sall a dépassé ses prédécesseurs? Non, ce n'est pas qu'il est dépassé. C'est un minimum qu'on attendait de Macky Sall, qui est président de la République. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que, président Maïgnoli, il est dans son rôle quand il fait cela. Donc, ce qui est normal quand il le fait, c'est bien. Maintenant, applaudir, je ne suis pas à ce niveau-là. Parce qu'à côté, il y a effectivement autre chose. Quand aujourd'hui, l'essentiel de notre activité économique n'est pas entre les mains des nationaux, c'est là où le bas blesse. Parce que ça n'a de sens que par rapport à des ressources. Donc, la totalité de ces financements-là, c'est adossé aujourd'hui sur de l'argent emprunté. Parce que simplement, tes autochtones n'ont pas d'argent. S'ils ont de l'argent, ils vont prendre des bons du trésor, ils vont te payer des impôts, mais quand ils peinent à avoir de l'argent, mais tu es obligé d'aller gagner du khalis. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas, encore une fois, je suis en dévasage avec son ministre de l'économie qui fait de l'autoglorification en disant que oui, ils sont classés A+, je ne sais pas, B+. Mais je trouve qu'aujourd'hui, le niveau d'endettement du Sénégal n'est pas adossé aujourd'hui sur un taux de croissance interne
Donc ça me pose un problème. Je dénonce les dérives aujourd'hui de notre endettement qui est excessif pour moi. Et la CMU? Non, la couverture maladie universelle? Oui. Quel est son impact aujourd'hui? Je pense que dans chaque famille, ils ne peuvent pas prendre plus de 3 personnes. Il y a beaucoup d'entités et de localités qui ont financé, mais jusqu'à présent, à Diourbel par exemple, qui n'ont pas jusqu'à présent eu de retour. Donc il y a beaucoup de coins où c'est très discutable. Donc, encore une fois, c'était des projets à l'extérieur. Ça, c'était le Brésil. On est venu le calquer directement à nos réalités, alors que le problème majeur aujourd'hui du Sénégal, c'est l'emploi des jeunes. Le chômage a atteint des proportions inquiétantes. Il faut que nous topotions Khalé à Djigeni. Mais la bonne femme aujourd'hui qui est à Mbaké ou à Touba, mais arabe le djang, en dehors de ça, elle n'a rien fait. Mais il faut qu'on lui permette de créer de la richesse. Il faut que nous ciblions le secteur de Mounek, et qu'est-ce qu'on peut faire pour elle. Ce Sénégal-là est global. Tout le monde doit se reconnaître et se voir dans ce développement du Sénégal. L'emploi des jeunes est une urgence, une surpriorité. A-t-on vu aujourd'hui réellement quels sont tout ce qu'on peut prendre aujourd'hui de l'entreprise sénégalaise, quand on sait que la commande publique aujourd'hui atteint 2000 milliards. Mais les entreprises sénégalaises ne se voient pas là-dedans. C'est Kausara, c'est des Marocains. Alors comment je ne peux pas compétir avec les Marocains chez eux? Les Marocains aujourd'hui sont dans l'assurance. Moi, je n'ose pas aujourd'hui aller au Maroc créer une entreprise, une société d'assurance. Ce n'est pas vrai. Mais la préférence nationale est une exigence. Tous les pays qui l'ont fait sont développés. Singapour, Malaisie, mais c'est d'abord les autochtones, nom de Dieu. C'est important. En Inde, tu n'oses pas ouvrir une épicerie. À plus forte raison, un centre commercial. Tu n'as pas le droit, ou un supermarché. Nous, on le permet à n'importe qui vient chez nous. Ce n'est pas possible. Il y a du racisme chez nous. Oui, il y a du racisme chez nous. Il y a de l'Afrique du Sud chez nous. Parce que quand tu es dans un secteur qui n'arrange pas Jean ou Paul, mais du fait qu'il soit solidaire à sa corporation, à son ethnie ou à son... Mais on ne vous prend pas chez nous et on l'accepte. Parce qu'on fait trop de complaisance. Et notre soutoura là, ça nous étouffe. Et c'est pas tu ne aussi peux pas du voir ça laxisme de la en part Algérie, de tu la n'oses pas le population. faire. Au Maroc, tu n'oses pas le faire. Au Liban, tu n'oses pas le faire. Mais on le fait chez nous. Au nom de quoi? C'est des problèmes. Et c'est pas lié à la gouvernance. Mais absolument, il n'y a que faïda. Mais Mamour Sissé qui prend le pouvoir, non, ça change parce que ça me choque. Il y a énormément d'entités où tu rentres, mais les caisses ne sont pas gérées par des autochtones. Dans mon propre pays, on est discriminé. Mais je peux comprendre quand même, si tu as 3 caisses, qu'il y ait un Sénégalais, une autre d'autres nations. Mais tu ne mets que des étrangers. Alors que tu es dans mon pays, les gens gagnent, les filles gagnent. Mais ce n'est pas pensable. Mais il faut qu'on se réveille. Les Sénégalais doivent donner ce pays-là à Mamour Sissé qu'il le redresse, d'éloigner de cette dignité. Ali Dangote, je l'ai suivi dans une émission la semaine dernière. Mais il a dit qu'il ne comprend pas les Africains de l'Ouest, particulièrement les francophones, qui ont donné leur économie aux étrangers. Ce qui n'est impensable au Nigeria, ce qui est impensable aujourd'hui au Ghana, ce qui est impensable dans tous les pays anglophones, qui ont aujourd'hui un semblant de démocratie et un semblant d'émergence. Est-ce que vous pensez que c'est encore possible, d'autant plus qu'on note un grand retour de ces entreprises françaises dans notre pays? Absolument. Françaises, marocaines, mais partout. Que des étrangers qui nous gèrent. C'est pas possible, c'est unique. Là-dessus aussi, il y a une complicité du patronat du Sénégal qui préfère aujourd'hui... Le patronat sénégalais. Mais absolument. Parce que qu'est-ce qu'il gère? Des intérêts étrangers. Ils tapent pas sur la table. Tous les ans, on nous parle des assises de l'entreprise. Quel est l'impact depuis qu'ils le font? C'est une grande messe où il y a un monsieur qui vient ici, qui nous parle, le président répond, et c'est terminé parce qu'on ne va pas avoir de susceptibilité vis-à-vis du président de la République ou de son régime. Il y a aussi le forum du premier emploi qui est organisé au Sénégal. Mais c'est du n'importe quoi. Mais il faut qu'on l'évalue, cette affaire-là.
Depuis qu'ils le font, combien d'emplois ils ont créé? Qu'on nous donne les statistiques, qu'on nous montre qui a été dans ce forum-là et qui a eu un emploi, et il est où? Mais là, l'escroquerie là, ça suffit. Il faut qu'on se regarde dans les yeux. Ce qui se passe est inadmissible et moi je ne suis pas d'accord. Le Sénégal, peut-on parler de bonne gouvernance au Sénégal? Bon, aujourd'hui, en tout cas, les mécanismes sont là. Nous sommes dotés aujourd'hui d'institutions qui doivent nous permettre d'éviter, effectivement, ou d'avoir une très bonne gouvernance. Parce que le fait que tout autour, qu'on ait aujourd'hui un arsenal répressif comme l'OFNAC, tout la corruption, qu'on ait la Cour des comptes, qui est un bel instrument pour moi. J'y adhère, contrairement à la CRE et autres là. Pourquoi? Parce que c'est plus démocratique. Quand ils décident d'aller auditer telle ou telle structure, ils le font de façon démocratique. C'est une assemblée générale qui décide là où ils vont intervenir. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, le bras séculier et l'instrument de répression qui est aujourd'hui... La CRI. Non, l'IGE. L'IGE, pour moi, est partisan parce qu'ils dépendent du président de la République. Tant que ce n'est pas un corps de contrôle autonome qui dépend de personne, ça me pose un problème. Donc c'est la raison pour laquelle ma préférence va à la Cour des comptes, qui doit aujourd'hui pouvoir instruire des dossiers et le confier directement au procureur de la République. Donc, de ce point de vue, je dis, sur les institutions, les choses sont là. Mais par rapport à la bonne gouvernance, est-ce que la bonne gouvernance, c'est effectivement aujourd'hui prendre un TR, mettre 574 milliards pour faire 53 km? Je pense que si c'est ça la bonne gouvernance... Si ça peut aider la mobilité, n'est-ce pas une bonne chose? Mais comment peut-on mettre de la mobilité là où il y avait déjà une mobilité qui se trouve être l'autoroute à péage, qui est toute récente? Pourquoi mettre maintenant encore une autre mobilité? C'est anachronique, mais il y avait d'autres urgences. Il n'y avait pas d'urgence à aujourd'hui assainir Tuaon-Peul, assainir toutes ces agglomérations-là, assainir Touba. Est-ce qu'il n'y avait pas urgence aujourd'hui à décongestionner et à faire d'autres universités? Quand même. Moi, je pense que c'est là où il y avait les urgences. Mais ce n'était pas pour faire un TR. Donc, bonne gouvernance, ça me pose un problème par rapport à cela. Et bonne gouvernance, on parle aussi de la CREI qui a repris du service. Bon, je le vois, mais encore une fois, il est tendancieux. Ce que j'ai eu à dire sur l'arrestation de Khalifa Sall, c'est ça que j'ai entendu. La CREI, je n'y crois pas. Une institution dont la charte de la preuve, c'est vous, me pose problème. Elle n'est pas démocratique. Bahoul. La CREI est unique. C'est ce que je fustige aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Ils auraient pu avoir une juridiction où il y a des recours pour juger de ce monsieur Compaoré qui a fait des choses iniques chez lui. Mais c'est un tribunal d'exception qui va le juger. Ça me pose un problème. Moi, je n'aime pas l'exception. Un pays démocratique où le démocrate que je suis, mais veut que si on doit juger quelqu'un, mais qu'on le fasse dans les règles de l'art, qu'il y ait des recours. L'affaire Khalifa Sall, le maire de Dakar, il est en prison depuis presque 2 mois dans ce qu'on appelle la caisse d'avance, cette question de la caisse d'avance. Aujourd'hui, quelle lecture, quelle analyse par rapport à cette situation? Mais je l'ai dit, au risque de me répéter, j'ai dit, moi ce qui me gêne dans l'affaire Khalifa Sall, c'est que Khalifa Sall est maire, c'était des fonds politiques. Sinon, pourquoi celui qui donnait cet argent-là n'a jamais été inquiété? C'est le percepteur. Est-ce que vous avez vu qu'il est rejoint Khalifa en prison? Beaucoup. On ne parle même pas de ce gars-là, comment il s'appelle? Bahoum. Beaucoup. Voilà. Mais on ne parle même pas de ce monsieur. Mais qui donnait cet argent? Pourquoi il le donnait avec cette facilité-là? Mais c'est parce qu'il savait que c'était une caisse noire. Alors, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est un problème de Koumba Amdei à Koumba Amoundei. Ça me pose un problème. Et ensuite, à 4 mois des élections, qu'on puisse susciter des choses pareilles. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé, au-delà de cette exclamation, mais qu'on légifère. Ce qui est normal, qu'on le fasse. Ce qui n'est pas normal, qu'on mette des garde-fous. Parce qu'il s'agit d'argent public. Mais l'affaire de Khalifa Sall, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser. Donc vous êtes d'accord avec la reddition des comptes? Ça, tout le monde est d'accord. C'est quelque chose de basique. Mais dès l'instant que vous gérez
des deniers publics, c'est un minimum, effectivement, de rendre des comptes. Mais pour le cas d'espèce, Kumba Amdaya, Kumba Amuldaïla. Parce que de tout temps, ça a été considéré comme une question. Et c'est comme ça la pratique qu'il y avait. Alors, nous allons aborder cette dernière partie de l'émission pour parler des ressources naturelles. 2 contrats sont signés dernièrement avec cette démission du ministre en charge du secteur Thierno Alassane Sall avec Total. Ben oui, c'est malheureux. Oui, sur l'affaire du ministre là, j'aimerais pas y revenir, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire parce que, de mon point de vue, qu'est-ce qui expliquait qu'il soit parti en France, paraffé, devant Hollande et le président Macky Sall, avec les gars de Total, il a paraffé en France. Cette logique qu'il avait en France, il aurait dû effectivement, par solidarité, continuer à l'avoir au Sénégal. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais je pense qu'il faut qu'on soit conséquent et éviter effectivement les politiques spectacles. L'autre problème majeur, c'est qu'à travers tout cela, je parlais tantôt d'institutions fortes qu'il fallait mettre en place. Mais de mon point de vue, c'est extrêmement grave, après plus de 57 ans, 58 ans d'indépendance, qu'on n'ait pas aujourd'hui d'institutions fortes pour tout. On ne peut pas permettre à un président de la République de tout faire dans nos pays. Ce n'est pas possible. Dans les très grandes démocraties, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, aux États-Unis, le monsieur là, Trump ne peut pas faire ce qu'il veut. Et ce n'est pas lié à la nature de notre régime. Mais raison de plus pour légiférer et corriger les distorsions. C'est la raison pour laquelle je pense qu'entre autres programmes dont vous faisiez allusion tout à l'heure sur Manko, si on a une majorité à l'Assemblée nationale, il faudra revenir sur ça pour que 3 quarts de l'Assemblée nationale puissent se prononcer tout le temps pour donner une légitimité aux actions qui seront entreprises par le président de la République. Qu'on ne permette pas à un président de la République de pouvoir aliéner le patrimoine national par décret. C'est grave. Quand il s'agit aujourd'hui du devenir de génération, mais une personne sur la base de signature peut engager aujourd'hui des choses pareilles, des changements pareils, me pose problème. Donc, il faudra qu'on ait des garde-fous pour nous permettre effectivement que dans le secteur des ressources naturelles, qu'il y ait des institutions pour regarder, valider tout ce que nous devons aliéner. Et ensuite, qu'on constitutionnalise les parts de l'État du Sénégal dans ses ressources naturelles. Qu'on dise que ces ressources naturelles, quelles que puissent être les générations, c'est un minimum de 51% ou 50% pour l'État du Sénégal. Et ensuite, que nos droits de concession ne soient plus globalisés. La redevance Sonatel, j'en ai parlé tantôt, 100 milliards, on le donne à un gouvernement. Ce n'est pas sérieux. Un État c'est tout et un État c'est une continuité. La logique veut aujourd'hui que ces ressources soient adossées annuellement sur le budget. Ça veut dire quoi? J'en ai parlé tout à l'heure. 800 milliards de francs CFA que Sonatel fait en chiffre d'affaires réel, qu'on puisse permettre aujourd'hui à l'État du Sénégal de pouvoir avoir 10%, mais sur 10 ans ou 20 ans, que d'avoir 200 milliards de francs CFA d'un seul coup. Ce n'est pas normal. Les scandales, vous me parlez tout à l'heure de bonne gouvernance. Regardez récemment ce que le journal Libération a sorti au niveau de l'Azer. Mais si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Pourquoi l'Assemblée nationale ne s'est pas autosaisie pour nous permettre d'avoir tout ce qu'il y a à connaître là-dessus? Mais est-ce que le procureur s'est autosaisi? Mais c'est des problèmes extrêmement graves alors qu'il s'agit d'argent public. 24 milliards de francs CFA, 74 milliards dont nous parlons. Une cohabitation est-elle possible au Sénégal? Bon, rien n'est impossible pour qu'autant qu'on y mette les moyens et que ce soit aussi le vœu des Sénégalais pour qui nous faisons de la politique. Si tant est effectivement que faire de la politique, c'est être au service de son pays. Si les Sénégalais décident que la configuration dans 2 mois sera effectivement que Manko puisse être une majoritaire à l'Assemblée nationale, personne ne... Ce que m'a toujours dit mon grand-père, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans un même panier. Les Sénégalais ont vu, conséquent avec eux-mêmes, élire Macky Sall à 65%, ils lui ont donné une majorité qualifiée à l'Assemblée nationale. On a vu ce qu'il en est advenu. Une Assemblée nationale vassalisée
Il n'y a pas eu de proposition de loi, il n'y en a qu'une seule sur 5 ans. Une assemblée d'insultes, d'invectives. C'est vraiment pas, à 58 ans d'indépendance, ce qu'on attend d'une assemblée nationale. Cette assemblée est la plus faible de l'histoire politique du Sénégal. Il faut la corriger en amenant l'opposition à l'Assemblée nationale. Parce que nous avons de fortes individualités, mais nous avons aussi des gens qui ont un poids électoral qui doivent nous permettre d'aller à l'Assemblée nationale pour changer les choses au seul bénéfice du Sénégal. La classe politique sénégalaise a-t-elle besoin de 109, de jeunes, à l'image de ce qui s'est passé en France? En tout cas, l'alternance générationnelle ne doit pas être un vain mot. Pour la bonne et simple raison que je l'ai théorisé moi. Longtemps, tout le temps, quand j'ai été élu président du PSD Diantébi, j'ai toujours parlé de l'alternance générationnelle. Donc, c'est un fait inéluctable, il faut qu'on l'intègre. Mais ensuite, tout le monde a entendu comment Moussissé en a fait un problème. Si par le hasard des choses, Dieu fait que je sois à l'Assemblée nationale, ça va être peut-être l'une des premières propositions de loi que je vais faire pour demander effectivement à ce que le mandat électif, à l'image de ce qui se fait maintenant au niveau présidentiel, ne soit que de 2 mandats. Pour un président, le président de la République, c'est 2 mandats maximum qui ne peut pas déroger. Mais le député, il doit faire au maximum 2 mandats. Le maire, il doit faire au maximum 2 mandats. C'est-à-dire, tant qu'on a l'impression... Et les chefs de parti? Mais bon, là-dessus, tant que les gens leur font confiance, je peux comprendre. Mais dès l'instant qu'il s'agit de gérer la cité, donc par ricochet, les deniers, pour ne pas qu'il y ait des travers, pour ne pas qu'on fasse dans la routine, il faut contingenter. Les Sénégalais, sur le référendum, ont dit, maintenant, dorénavant, constitutionnellement, un président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats. On l'a argumenté. Au même titre qu'on a dit qu'un président de la République ne peut plus faire 2 mandats, c'est comme ça qu'un député ne doit pas aujourd'hui faire 2 mandats, mais ensuite, un maire ne doit plus faire 2 mandats. L'avantage, ça nous permet de gérer l'alternance générationnelle, qu'il y ait du 109, mais ensuite, qu'on bannisse la routine. Et troisièmement, que les gens aillent faire autre chose que de la politique. Ce n'est pas un métier, nom de Dieu. Donc pour nous permettre de gérer tout ça, mais il faut qu'il y ait des garde-fous. Aux États-Unis, mais tu as beau être Macron, il va faire 2 mandats, il va partir, il aura 51 ans. Mais c'est une bonne chose. Je ne sais pas 45 ans, mais c'est une bonne chose. Barack Obama est tout jeune. Mais regardez nos papis qui gèrent toujours leur pays. Le Camerounais, Idriss Déby, Sassou Nguesso, c'est pas possible. Est-ce que vous avez tiré la leçon si vous vous mettez derrière Abdoulaye Wade pour ces élections législatives qui permet de réunir l'opposition? Mais c'est une excellente initiative. Le président Abdoulaye Wade a son avenir derrière lui. Il n'est plus là pour des strapontins. Il n'est plus là pour être à l'Assemblée nationale, il n'est plus là pour être président de la République. Mais tant qu'il peut aider pour fédérer les énergies, pour gérer les susceptibilités, c'est une bonne chose, c'est une icône consensuelle qui permet aujourd'hui à l'opposition, en tout cas c'est une piste, mais que les égos soient tus, que la totalité des leaders qui veulent aller aux élections présidentielles soient sur les listes départementales. Idriss Seck, qui mieux que lui pour Thiès? Mais le président Pape Diop ou Khalifa Sall. Khalifa Sall, s'il est tête de liste, ça dit on dépasse et on transcende nos égos. Ça nous permet, mais vraiment, partout au Sénégal, d'avoir de bonnes listes consensuelles qui s'articulent sur de bonnes personnalités et des gens qui sont lourds pour y aller. Mamour Cissé candidat au présidentiel de 2019? Ah, mais j'y pense très sérieusement en me rasant, oui. Mais j'ai dit tantôt qu'il était important aujourd'hui qu'on donnât ce pays-là à un homme du privé. Si le président Abdoulaye Wade a pu faire ce qu'il a fait, c'est parce que c'est un homme du privé. Mais les fonctionnaires, souvenez-vous, à l'époque, quand le président Wade posait certains actes, quand il parlait, les socialistes là disaient que c'était des éléphants blancs. Mais vous savez pourquoi? Parce que c'était des fonctionnaires. C'est une bête très loin. Ils pensaient que les réserves ordinaires ne pouvaient pas dépasser 600 milliards. Abdoulaye Wade est venu, il l'a doublé à 1200 milliards. Et donc, réaliser la totalité de ses ambitions. Mais parce que c'est un homme du privé. Aujourd'hui, le Sénégal gagnerait à donner en 2019, à élire un Mamour Cissé, à élire un gars comme Pape Diop, à élire un gars comme Idrissa Seck, à élire un gars comme comment s'appelle Karim Wade, à élire un gars comme tous ceux qui ont fait le privé. Khalifa Sall. Les gens qui sont passés par le privé n'ont rien à voir avec les fonctionnaires. Donc, moi je souhaite pour mon pays qu'en 2019, si ce n'est pas moi, que ce soit entre les gens dont j'ai parlé, parce qu'ils ont une touche du privé.
Et c'est important aujourd'hui pour relever les défis qu'il nous faut. Il nous faut du culot parce qu'il n'y a pas de fatalité. Nous pouvons sortir aujourd'hui cette jeunesse-là de ce désœuvrement-là, de cette immigration anti-économique, mais anti-sociale. Ce que je souhaite que notre gouvernement vraiment puisse... je sais que c'est très difficile aujourd'hui en Libye, mais le gouvernement doit taper sur la table. Parce que les Libyens sont racistes. Et ce qu'ils sont en train de faire aux Libyens, là, aux Sénégalais, est inadmissible. C'est impensable. J'attends quand même du ministre Mankeur Ndiaye qu'il y aille et qu'il proteste ou à tout le moins qu'il convoque l'ambassadeur de Libye pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui de comment sont traités les Africains, parce que ce qui arrive aux Africains arrive forcément aux Sénégalais. C'est inadmissible. Alors, ce fut un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Et moi alors, mais simplement déplorer peut-être l'heure parce que je n'ai pas vu le temps passer. Tant vous êtes extraordinaire et tonique de par vos questions. Merci en tout cas pour FEM FM. Alors, c'était le président Mamour Cissé, président du parti PSD Djantébi, membre de la coalition Manko Taxawu Sénégal. C'était votre émission Le Grand Oral. Devant ce micro avec un immense plaisir, Mody Gueye à la réalisation et à la partie technique, Seyda Khadijatou Loum. Rendez-vous est pris samedi prochain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.